Faut le faire aujourd'hui avec une escrimeuse et pas n'importe laquelle, puisque cet été 2022, elle est devenue championne du monde. Un titre, une consécration même après des moments de doute. Aujourd'hui, elle se prépare notamment pour les Jeux de Paris à domicile où elle visera l'une des plus belles médailles. Bonjour Isaura Tibus. Bonjour François. Merci d'être la première invitée de la saison 2 de Faut le faire. Merci aussi de nous recevoir dans le bois de Vincennes. On est à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. C'est ici que les meilleurs sportifs français, en gros, s'entraînent, se forment au quotidien. Ça a été le cas notamment de Teddy Riner, de Tony Parker ou de Marie-Josée Pérec. Ça va, c'est plutôt sympa comme lieu de travail. Non, c'est vrai que tu l'auras vu, c'est des infrastructures vraiment de qualité. On a tout ce qu'il faut pour être dans les meilleures conditions pour performer. Et là, aujourd'hui, on est à la réathlétisation, qui est un lieu hyper sympa puisqu'il y a plusieurs sportifs de différents sports qui viennent s'entraîner, soit parce qu'ils sont blessés, soit pour une préparation individuelle. Donc c'est plutôt chouette d'être ici. J'ai mentionné un judoka avec Teddy Riner, oui, ou un basketteur, une athlète. Toi, tu es escrimeuse, plus particulièrement fleurettiste. En escrime, il y a 3 armes, donc il y a le sabre, l'épée et le fleuret. C'est quoi la particularité du fleuret ? Alors le fleuret, c'est une arme de précision comparée aux autres. On a une cible réduite, on touche avec la pointe de la lame. L'épée, on pourra toucher sur tout le corps. Le fleuret, on pourra toucher sur le torse et sur le dos. Et comparé aussi au sabre, qui est différent du fleuret et de l'épée, eux, ils touchent avec le tranchant de la lame, donc toute la lame. Et nous, on touche vraiment qu'avec le bout de la lame. Est-ce qu'il y a une arme qui est plus noble que les autres ? Parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois. Oui, il y a toujours cette petite guéguerre entre les armes. Mais historiquement, on dira que du coup, l'épée, c'était l'arme de duel au premier sang versé. Le sabre, c'était l'arme des cavaliers, donc sur un cheval. Et c'est pour ça qu'on tranche avec la lame. Le fleuret, c'était l'arme d'initiation, plus légère pour pouvoir répéter les techniques. Et même s'il y a beaucoup de choses comme les déplacements et tout, ça reste des disciplines qui demandent des compétences différentes. So here we go. It's time for the gold medal match. Arianna Errigo will take on Isaura Tibus. It's Italy versus France. Il y a quelques mois, le 19 juillet 2022, oui, tu étais au Caire, en Égypte. C'est la finale des championnats du monde. Tu vas affronter l'Italienne Arianna Errigo, 2 fois championne du monde en individuel, plusieurs fois par équipe. Tu la connais bien, ça faisait des années que tu la croisais sur le circuit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Là, j'étais très libérée dans ma tête. J'avais beaucoup moins de pression à ce moment-là. Donc, Arianna, on venait de se rencontrer 1 mois avant le championnat d'Europe en demi-finale. Elle m'avait battu 15-12. Donc, si on est très pragmatique aussi, j'ai l'analyse du match parce qu'on en a parlé avec mon coach. On arrive quand même prêt sur ce match. En face, mon ancien coach. Donc, il y a une vraie connaissance de ce qui peut arriver sur le match, tout en essayant d'être ouverte à ce qui va se passer, puisque du coup, l'escrime, c'est vraiment t'as un adversaire en face et tu peux pas tout prévoir. Tous mes matchs étaient difficiles, mais j'étais en contrôle sur ce que je produisais. Donc, c'était bien et j'avais vraiment à cœur de faire un match où je pouvais m'exprimer, proposer des choses et un peu rectifier tout simplement les erreurs que j'avais faites au championnat d'Europe. Tu te sentais prête donc ? T'as baissé ton masque tricolore. Isaura Tibus, world rank number 8, and her world ranking. T'es en garde, l'assaut commence. C'est quoi ton plan juste au moment où ça commence ? Mon plan, juste au moment où ça commence, être vraiment dans l'instinct et l'intelligence émotionnelle, mais bien stable, c'est-à-dire que quel que soit ce que je vais le faire à 100% parce que son jeu induit vraiment beaucoup d'hésitation chez l'autre. Et si tu hésites, t'es en retard. Donc c'était vraiment que tout ce que je prends comme décision doit être à 100%, que ce que je fais, c'est ni dans l'anticipation ni dans la réaction. C'est vraiment ce que je sens sur le moment présent, avec des erreurs de distance. S'il y a une erreur de distance, je peux faire une attaque sur la préparation, par exemple, mais vraiment à fond. Au championnat d'Europe, je sentais les moments, mais j'hésitais et ça me coûtait cher. C'est à peu près ça. Et ça marche bien, puisque tu mènes rapidement au score, même si l'écart au départ n'est pas complètement creusé. Toi, tu l'as dit, le risque avec cette Italienne, c'est justement de se laisser piéger. Est-ce que tu te rappelles un petit peu ce que tu te disais mentalement pour rester concentré et simplement être concentré sur ton escrime à toi ? Oui. J'essaye de me revider l'esprit entre chaque touche pour ne pas être impacté nécessairement par ce que j'ai fait avant et absolument vouloir le refaire, mais être concentré sur ce qui va se passer.
Les Italiens, ils jouent aussi sur l'aspect psychologique en dehors du match. Donc c'est pas qu'en football, voilà. C'est pas que dans les sports collectifs, c'est partout quoi. C'est partout et ça on le sait. Mon ancien coach avant, il me connaît bien, donc il va essayer de déstabiliser l'arbitre, faire des grands mouvements. Ça peut me faire sortir du match, me déconcentrer. Donc on était vraiment prêts à ça. Donc à ce moment-là, et aussi c'est quelque chose que j'avais travaillé avec ma psychologue. J'étais contente parce que sur ce match-là, je me suis pas laissée parasiter par tous les mouvements, tous les gestes. Ils nous parlaient directement. On est vraiment resté concentrés, mais sans sortir du match et en restant toujours bien agressive sur ce qu'on a à faire et de rester dans le match. Et finalement, tu arrives en position de gagner l'assaut, de gagner le combat. So now will Thibaut go on the attack? Allez. Est-ce que tu peux nous raconter cette dernière touche? Des fois, quand on mène, on change un peu de position, on se met en position de défense comme si on a quelque chose à défendre et pas à gagner. Et là, je voulais vraiment gagner ma dernière touche. Je voulais aller la chercher. Et au moment où elle fait une erreur de préparation, je fais mon attaque sur la préparation, coup droit. Je regarde l'arbitre faire le mouvement, je crois que je le vois un peu au ralenti et je vois qu'il donne bien mon action parce que ça aurait pu être le contraire. Donc quand je vois l'arbitre faire le signe, je retire mon masque et je crie. Allez, oui, bravo Isa, magnifique. Avec une très longue phrase d'arme de l'arbitre et la libération, l'explosion, Isa Oratibus. J'ai un peu cet ascenseur, oh mon Dieu c'est arrivé, je serre la main et là je pense que tout est plein d'un mélange d'émotions, de soulagement parce que ça faisait vraiment énormément longtemps que je travaillais pour ça et en même temps beaucoup de joie et de tout en fait. On revoit tout ce qu'on a traversé pour en être là et directement voilà. C'est ce qui se passe dans la tête. Ouais, je pense que c'est un mélange de plein de choses qu'on a du mal à. Tout est flou, mais en même temps tout est clair. Et quand on revoit l'action, on te voit te couvrir le visage avec tes mains. On a presque l'impression que tu y crois pas. En fait, il s'est passé plein de choses dans ma carrière. Et à un moment donné, presque, je savais que j'avais le niveau d'être championne du monde depuis très longtemps. J'ai gagné des Coupes du Monde, j'ai travaillé pour. Et je pense que il y a eu un moment où, après les Jeux de Tokyo, où avec plein d'obstacles, des moments difficiles, il y a une partie de moi qui a cessé d'y croire. C'est peut-être dur à dire, mais comme si je m'entraîne toujours en sachant que je peux le faire, mais il y a une partie de moi qui s'était dit peut-être que ça m'arrivera pas. Et du coup, quand je le fais, je dis je l'ai fait, c'est ça. Isa Oratibus, on va faire un petit retour en arrière. T'es né en Guadeloupe, il y a 31 ans. Comment tu t'es mis à l'escrime? Pourquoi tu as choisi ce sport en particulier? Et c'est toujours une question difficile à répondre puisque je sais pas exactement, mais mes souvenirs sont pas hyper clairs. Mais moi, je faisais de la danse classique. Mon frère faisait du judo et ma mère a pensé à l'escrime pour mon petit frère. Je suis venue avec lui et c'est moi qui suis tombée amoureuse du sport. Je me suis dit voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, je crois. Et je me suis dit non, c'est pour moi. Oh, il y avait ma cousine aussi en même temps qui a essayé et en fait, ça a réveillé un truc qui est en moi. Je pense que c'est que j'avais un esprit de compétition énorme. Mon frère et ma cousine l'en faisaient aussi au début et eux c'était pas pareil pour eux et puis même on voit il y a des gens où s'ils perdent c'est ok, moi c'était pas ok quoi, c'était la fin du monde. C'était pas ok du tout, il fallait que je gagne. Et du coup je sais pas exactement qu'est-ce qui fait qu'un enfant a ça. Et à quel âge t'as commencé? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Parce qu'en 1996 Laura Flessel est championne olympique. Et un coup d'eau qui donne la médaille d'or à Laura Flessel. Extraordinaire, premières Olympiades pour Laura Flessel qui a tout juste un championnat du monde derrière elle, celui de l'an passé 95. 5 années d'épée, pas plus pour cette Guadeloupéenne. Est-ce que toi c'est quelque chose qui avait dans ton imaginaire un petit peu en fond auquel tu pensais ou est-ce qu'elle t'a inspiré? Je pense clairement en tout cas que ma mère y a pensé par rapport à Laura. Je pense que c'est ça, c'est sûr qu'elle a initié quelque chose de fort en Guadeloupe. Il y a eu plein de jeunes qui ont commencé à faire de l'escrime par rapport à elle. Et puis on se dit voilà, elle a gagné, moi aussi je peux le faire. Donc peut-être au tout début, j'en étais pas vraiment consciente, mais elle est venue une fois au club, on était dans le même club. Donc forcément quand t'es enfant et que tu vois ça, ça te marque, je pense inconsciemment.
Et puis après, une fois que je suis rentrée en pôle espoir, en métropole, après à l'INSEP, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner un petit peu en même temps qu'elle, à la même période avant qu'elle arrête. J'ai fait les Jeux de Londres, elle était porte-drapeau. Donc tout ça, c'est des choses qui forcément te construisent en fait en tant qu'athlète. Justement, tu parlais de métropole parce que à 17 ans, tu es obligé de quitter la Guadeloupe. Pourquoi tu prends cette décision ? Comment elle se prend cette décision ? Elle se prend pas de façon facile parce que c'est vraiment un saut dans l'inconnu à cet âge-là, mais on m'avait déjà demandé 2 ans avant, on me demandait de partir. J'avais été plusieurs fois championne de France. Pour tout le monde, ça semblait être un peu la suite logique. Moi, j'avais retardé un peu, je pense, autant que je pouvais. J'aimais être en Guadeloupe, j'aimais ma vie en Guadeloupe, j'étais très heureuse, mais c'est vrai que à partir d'un moment, pour le sport, on se dit que c'est la seule solution pour pouvoir passer un cap et continuer. Mais en parallèle, donc tu arrives à Aix-en-Provence, puis à Paris. Ouais. Et en parallèle, tu n'abandonnes pas les études puisque tu passes ta licence d'économie, que tu réussis. Tu as aussi un master dans une prestigieuse école de commerce, le SCP, pour ceux qui connaissent, c'est à Paris. Comment tu fais à cette époque pour concilier tes études et le sport de haut niveau ? C'est marrant parce que je pense que peut-être dans d'autres sports c'est différent, mais l'escrime, on t'encourage vraiment à faire un double projet parce que c'est pas un sport professionnel. Donc c'est pas un sport où on se dit tu vas dans un club, tu as un salaire très tôt ou même jamais en fait, et que du coup ça va être un job à un certain moment où tu auras cette ouverture là. Donc le double projet il est vraiment à équivalence un peu très longtemps puisque tu prépares en fait ta vie d'après. Et moi c'était important aussi d'être bonne dans mes études, de faire un peu les deux à un niveau élevé. Je voulais faire une école de commerce. Ça n'a pas été simple parce que les concours c'était pendant mes premiers Jeux à Londres. Donc la première fois j'ai raté, j'ai dû faire 6 mois après. Puis je suis rentrée la deuxième fois. Et j'avais un peu cette vie parallèle entre le sport et mes études à côté. Et concrètement, comment tu fais pour gagner ta vie à l'époque, pour te payer un loyer, pour te nourrir tout simplement ? Pendant longtemps j'étais à l'internat, donc en étant dans les 4 premières ou à un certain moment quand tu dépasses un certain niveau, on te paye l'INSEP. Donc à l'INSEP t'es logé, nourri. Donc ça pratique déjà. Ouais, c'est pratique. Donc t'as pas de revenus mais tu payes pas non plus. Et les déplacements, une fois aussi que tu es dans un certain niveau, on te paye les déplacements ou sinon ton club paye tes déplacements. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je demandais pas grand-chose à mes parents et j'avais mon club qui me soutenait. Après un certain stade, après mes premiers Jeux, j'ai commencé à avoir un contrat avec la police à l'époque. Donc c'était un salaire. Ça c'était jusqu'aux Jeux de Rio. Et après, les gens, en fait, comme c'est un sport olympique, souvent, on a souvent des partenaires à l'amont des Jeux. Et après, en fonction de tes résultats, soit ils te suivent, soit ils te suivent pas. Donc, c'est un peu la problématique des sports olympiques, je pense, parce que ça crée une certaine instabilité. Et c'est pas trop pérenne. Mais aujourd'hui, je peux dire que je vis de mon sport. En tout cas, avec mes résultats, j'ai des sponsors qui me font vivre. J'ai mon club aussi qui me soutient. Et je suis aussi aujourd'hui à l'armée. Du coup, ça fait qu'avec le cumul de tout ça, je suis bien. D'ailleurs, à cette époque, tu as 25 ans. Tu es 5 fois championne de France. Tu as plusieurs médailles aussi avec les Bleus par équipe. Et tu prends la décision, suite à ces Jeux de Rio, de tout changer puisque tu décides de t'installer aux États-Unis. Donc, comment ça se passe pour toi là-bas vu que tu n'as plus le soutien de l'INSEP ? Oui, j'étais plus seulement une athlète, j'étais vraiment manager de mon projet de performance puisque je me suis retrouvée à faire mes planifs, à choisir mon coach, à prendre mes billets pour aller en compétition, à prendre contact avec des personnes pour faire des stages à l'étranger, à chercher des sponsors puisqu'il fallait que je finance ma saison. Tout ce qui englobait la performance, je le faisais également. J'ai commencé à donner des cours en club pour pouvoir payer mes propres leçons puisque aussi l'escrime aux États-Unis c'est un système complètement différent qu'en France. En France on paye sa licence et on a droit à accéder à la salle, à prendre des cours, et aux États-Unis tout est payant. Donc à chaque entraînement c'est un coût supplémentaire. Donc il fallait que je puisse payer ce projet-là. Donc je donnais des cours à côté. Ça faisait 8 ans que j'étais à l'INSEP. Donc j'avais aussi fait le tour de ce que je pouvais apprendre. J'étais très contente de mon expérience à l'INSEP et donc c'était important pour moi d'essayer de faire ça dans ma carrière. Ces difficultés, ça tient au fait que c'est un sport olympique, mais c'est aussi plus dur parce que t'es une femme et le sport féminin, ça souffre aussi d'un manque d'exposition par rapport au sport masculin. Toi, à ton niveau, t'essayes de faire évoluer les mentalités, je crois, avec une plateforme notamment.
Oui, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Essential Stories. Hi, I'm Isaura. Pour mettre en avant les profils d'athlètes féminins, pour raconter leurs histoires, parce qu'en fait, c'était parti du constat que, il y a des inégalités dans le sport et que ça passe un peu par la médiatisation parce que c'est un cercle vicieux. En gros, on dit, on n'est pas assez médiatisé, c'est pour ça qu'on n'a pas de sponsor, mais on n'a pas de sponsor parce que si on n'est pas dans les meilleures conditions nécessairement pour performer, puis après, si on veut performer, on n'est quand même pas médiatisé par rapport à ses performances et du coup, on est un peu dans ce truc qui est difficile à changer ou qui prend du temps. J'ai rencontré plein de femmes hyper inspirantes et je me suis dit, pourquoi pas discuter avec elles, mettre leur profil en avant et essayer de changer les choses à mon niveau et à ma façon. It's helpful for you to be calm and respectful to your opponent. Dans le foot féminin ou dans un sport féminin, et on retrouve des choses simples du sport. Je pense que chaque défaite est utile et c'est sa capacité à se relever qui a fait qu'il est devenu champion. Les femmes, les athlètes de haut niveau, au final, c'est le même investissement, la même discipline. Le même travail. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir d'escrime? À quel moment tu prends du plaisir quand tu pratiques ton sport? C'est une bonne question, ça. Je vais réfléchir à cette réponse. À quel moment je prends du plaisir en pratiquant mon sport? C'est un vrai dépassement de soi. C'est pas toujours plaisant, c'est une réalité. C'est pas toujours marrant de venir et de faire un cardio, de s'arracher, d'être dans le rouge et tout, de s'entraîner tous les jours, de faire la même chose. Mais des fois, tu as des séances où tu sors et tu pu t'exprimer et t'as senti que tu as un nouveau mouvement ou que tu as des nouvelles sensations sur quelque chose et que tu te sens progresser. Et c'est génial des fois qu'à 31 ans, avec plus de 20 ans de carrière, je sens encore que je peux m'améliorer. C'est fou. Isaura Tibus, c'est quoi une bonne escrimeuse? Oh, wow. C'est quelqu'un qui est quand même assez complète puisqu'on peut pas être bon sans avoir une certaine technique, un certain physique. À l'heure d'aujourd'hui, l'escrime a beaucoup évolué. Il y a plein de pays émergents, donc on peut pas faire sans l'aspect physique. Les qualités physiques d'un escrimeur, c'est vraiment cette explosivité puisqu'on n'est pas sur un marathon, de l'endurance ou quoi que ce soit. C'est 3 fois 3 minutes, 15 touches, donc c'est plutôt sous forme de fractionné. Et c'est surtout la capacité à rester lucide sur la totalité du match, savoir s'adapter à ce qui se passe en face de soi, de pouvoir changer. Et cette escrime de haut niveau, ça se pratique notamment aux Jeux Olympiques, c'est le Graal. Toi, en 2021, tu arrives à Tokyo en tant que vice-championne du monde. Malheureusement, tu vas vivre une déception puisque tu es éliminée au 2e tour. Ça a été douloureux pour toi. Oui. Comment tu as fait pour surmonter cette épreuve? Ça a été douloureux parce que j'arrive classée 2e en individuel au jeu et je fais pas la performance que je devais faire. Donc j'étais au fond du trou déjà. Même si on a une médaille par équipe, pendant les 3 jours avant l'épreuve par équipe, j'étais dans mon lit en train de pleurer et essayer de me remettre de ce moment-là. Puis on rentre chez soi. On doit digérer ça seul. Mais comment on s'en remet? Ça prend du temps. Moi, c'est passé par le fait d'accepter que j'étais en dépression à cause de l'escrime, accepter que c'est la façon dont ça m'avait impacté sur mon estime de moi réellement, parce que je me sentais vraiment en dessous. Et puis ça a été aussi de le verbaliser, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de parler des dysfonctionnements, comme par exemple quand il y a des inégalités dans le sport, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup la santé mentale, j'avais besoin d'en parler, de dire qu'il y a un problème, un tabou dans le sport et que on n'en parle pas assez. Il n'y a pas de système mis en place par les fédérations. Concrètement, on te renvoie l'image que t'es rien, c'est ça? Le système, déjà, on te le renvoie puisqu'on s'occupe nécessairement des gens qui réussissent. C'est une partie, mais on voit les gens un peu comme des machines à médailles et le côté humain est pas du tout placé au centre du milieu sportif. Et quand t'es pas bien, c'est à toi tout seul d'en te sortir et de revenir. Donc, pour traverser ces obstacles-là, il faut être bien encadré. Et il y a des personnes très talentueuses ou très très fortes qui n'ont pas pu surmonter et qui sont pas là parce que on les a laissés en route et qui sont amochés. Et après, le sport, il y a une vie. Donc c'est un peu cet aspect-là que je voulais souligner. Et concrètement, quels outils t'as mis en place pour rebondir? Parce que l'année suivante, t'es championne du monde. Donc comment t'as fait? Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'arrêter. Mais je me suis dit, si je continue,
ce sera dans mes conditions et dans un équilibre de vie qui me rend heureuse et pas tout centré sur la performance. Donc moi, c'était essayer de vraiment retirer cette pression-là et de le faire pour moi. Aujourd'hui, tu t'entraînes notamment pour la grande échéance à venir qui sera les JO de Paris à 2024, donc à domicile. A priori, tu devrais avoir toute ta famille qui est présente. Ce sera sous la nef du Grand Palais, donc un endroit super prestigieux. En plus, tu auras 32 ans, donc tu seras au sommet de ta forme. Comment on s'entraîne pour un tel objectif ? Comment on s'entraîne ? Toujours de la même façon, c'est-à-dire que on essaie de voir ce qui marche moins, de garder ce qui marche et de trouver des solutions pour ce qui marche moins. On a mis en place pour moi un système qui a été validé avec l'Agence nationale du sport aujourd'hui, avec la fédération. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce que j'ai créé aussi, comparé à quand j'étais partie à Los Angeles où tout était un peu plus instable. Là, je suis beaucoup plus installée, je sais beaucoup mieux ce que je veux. J'ai des personnes de confiance autour de moi. Et le but, c'est de continuer à progresser, en fait, jusqu'à Paris et d'arriver dans un bon état d'esprit. Ça, je trouve que c'est le plus important, c'est ce qu'on voit avec Anne-Laure ou avec Myriam, ma psy, c'est de pas se mettre de la pression nécessairement sur cet événement. C'est ce que j'ai appris, en tout cas en faisant les Jeux, c'est que je suis quelqu'un qui peut se mettre beaucoup de pression. C'est un événement qui a lieu tous les 4 ans. Et là, au Tokyo, j'avais cette envie de bien faire. Cette fois-ci, c'est pas que je veux pas bien faire, mais c'est que je vais faire les choses par étapes et le faire pour moi. À quoi ressemblent tes journées ? Quelles sont les étapes que tu t'es fixées ? C'est moi un peu qui fais mon planning. Donc, à l'inverse de quelqu'un qui s'entraîne tout le temps au même endroit, moi, je m'entraîne à 2 sites d'entraînement différents. Donc, je m'entraîne ici à l'INSEP et je m'entraîne à Avignon, où il y a mon nouvel entraîneur, ça fait 1 an maintenant, Giulio Tomassini, qui est également italien et qui a son club à Avignon, et j'ai décidé d'aller m'entraîner pour le spécifique là-bas. Donc, je fais des séances d'assaut à l'INSEP avec l'équipe de France et aussi des séances d'assaut en club à Avignon et des leçons spécifiques avec lui. Donc toutes mes semaines changent un peu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que à 31 ans, c'est vraiment j'ai trouvé que c'est plutôt mon équilibre de pas tout le temps être au même endroit et ça s'articule comme ça. En parallèle, tu es aussi entrepreneur, tu as fait des études de commerce, tu as fondé une plateforme médiatique. Est-ce que tu es fan de mode aussi ? Est-ce que c'est une manière pour toi de préparer déjà ton après-carrière ? Je pense que tous les athlètes sont différents. C'est sûr que je pense que beaucoup d'athlètes sont entrepreneurs au final parce qu'on a une gestion de carrière. Donc très tôt, on apprend par exemple à gérer son image, à gérer sa carrière, ses résultats. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. L'école de commerce, je pense que ça m'a pas mal aidé à avoir des notions sur ça. Mais je pense que c'est très spécifique à ma personnalité. J'aime faire des choses en dehors du sport. Donc oui, c'est pour l'après, mais en même temps, c'est un vrai équilibre de vie pour moi à l'heure actuelle. Souvent, c'est après sa carrière qu'on le fait. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire quelque chose pour les jeunes en Guadeloupe. Donc en fait, plein de projets comme ça qui m'animent, qui au final partent des fois du sport et créent des ponts avec d'autres univers. Et ton après-carrière, comment tu la vois ? Et pour le coup, je ne sais pas du tout. Non, parce qu'en fait, ce que je fais, ça m'enrichit énormément. Je touche à plein de trucs. En créant cette plateforme essentielle, on a fait des projets visuels, audiovisuels, artistiques. On a fait des shoots, des vidéos, des interviews. Donc, je me mets un peu dans la peau d'une journaliste de temps en temps. Des fois, d'une directrice artistique. D'une fois, en stratégie, en community management. Donc, il y a plein de jobs auxquels je touche. Je pense que ça m'apporte énormément de compétences pour la suite. Je pense que je verrai quand on y sera et je saisirai les opportunités qui se présenteront à moi. Une dernière question avant la fin de cette interview. Quel conseil que tu aurais aimé recevoir au début de ta carrière ? Peut-être savoir dire non. C'est un truc important, vraiment s'écouter parce que on a l'impression que c'est que physique. Il y a qu'une dimension où voilà, le plus important c'est de faire en quantité et on écoute souvent les gens qui sont au-dessus de nous, des entraîneurs qui n'ont pas nécessairement eu plus de résultats que nous, mais que voilà, comme ils sont entraîneurs ou comme ils sont dans des postes, on va les écouter et on s'écoute pas. Et je pense que quand on apprend très tôt à s'écouter, par exemple, on peut faire la différence de quand on est vraiment fatigué et qu'on a vraiment besoin de s'arrêter. Et je pense que ça, c'est important en tant que champion de dire non. C'est une attitude de champion. En fait, d'agir comme un champion avant même d'être champion, pas pour se la péter, dire moi j'ai tout gagné ou quoi que ce soit. Non, je pense que être un champion, c'est une attitude de discipline, de connaissance de soi, d'humilité et de résilience. Mais ça, on peut le faire que si on se connaît et on accepte ses failles et on comprend ses forces et met tout en place pour s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup Isaura. Avec plaisir.
Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Chezari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.